Bonjour à tous et bienvenue à notre atelier culture, créativité et société et merci de vous être connectés. J'imagine qu'il va encore y avoir quelques retardataires qui vont nous rejoindre. Je vous propose néanmoins de commencer à peu près à l'heure parce que notre atelier est prévu pour durer 45 minutes et donc c'est très court. On va essayer de tenir ce timing-là. Je suis Charlotte Rix-Nicolaisen, je suis responsable du bureau Europe d'Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises et je suis chargée de gérer la technique de cet atelier, notamment de recevoir vos questions via le chat et les poser à nos intervenants. Je suis entourée aujourd'hui, au moins virtuellement en tout cas, et en tout cas ils sont là, mais même s'ils ne sont pas avec moi, de nos deux animateurs, Mélanie Régal qui est European Affairs Officer à l'Université Clermont-Auvergne et associée, et de David Galregnez, qui est le directeur de l'activité contenu et usage chez Minalogic. Et comme expert avec nous cet après-midi, nous accueillons Marta Gutiérrez, je suis désolée si je vous ai écorché votre nom, qui est le point de contact national du programme Europe Créative, et Florent Coiffon, qui est le point de contact national Horizon 2020 défi 6 SHS. Et je voulais aussi vous préciser que cet atelier a été préparé en collaboration entre tous les intervenants et animateurs que je viens de citer. Donc, avant de démarrer, juste quelques mots sur le fonctionnement de l'atelier. Donc, comme je disais, notre atelier dure 45 minutes. Vos micros et caméras sont coupés, mais nous vous encourageons à poser vos questions tout au long de l'atelier via le chat. Donc, ça sera du coup à moi de les recevoir, vos questions, et les pousser à nos intervenants. Et si nous n'avons pas assez de temps pour répondre à toutes les questions, nous allons publier un compte rendu avec les questions et leurs réponses sur la plateforme d'ici, on va dire, d'ici quelques jours, le temps de récolter les réponses auprès de nos experts. Donc là, vous voyez qui c'est que nous avons avec nous cet après-midi. Je les ai déjà présentés. Et je voulais juste finir par dire donc, que cet atelier a pour objectif de présenter deux programmes européens. Donc le programme Europe Créative qui existe déjà depuis un certain temps. Et puis le nouveau cluster 2 du programme Horizon Europe qui comprend les thématiques culture, creativity and inclusive society. Je vais maintenant laisser la parole à David et Martha pour la présentation du programme Europe Créative. Bonjour à tous. Donc, sur la partie Europe créative, avant d'entrer dans le vif du sujet, Martha, bonjour. Je voulais savoir déjà ce qu'était un point de contact national, si vous pouvez nous expliquer un petit peu en quelques mots ce qu'est un PCN et quel est son rôle comme point de relais pour les acteurs locaux. Je ne sais pas si Martha m'a entendu. Est-ce qu'il y a un petit problème technique ou, Oui, elle vient de m'envoyer un message, Martha, pour dire qu'elle a perdu la connexion, mais qu'elle est en train de se reconnecter. Donc, je Je si je puis me permettre, en attendant que Très bien. Martha se reconnecte, Oui, j'allais proposer, étant Florent, de répondre moi-même à la question. ouais, faisant moi-même partie d'un réseau des points de contact nationaux, je peux répondre de façon générale sur les missions qui nous sont confiées. C'est sensiblement les mêmes pour le volet Europe créative. Et en ce qui concerne Horizon 2020, le réseau des points de contact nationaux donc, est constitué à la demande de la Commission européenne au sein de chaque État qui participe au programme ciblé. Et c'est donc à chaque État de mettre en place un réseau et de l'animer. Pour ce qui concerne Horizon 2020, il est animé par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Et donc, il est constitué de personnes au sein des universités, des organismes de recherche, des acteurs du secteur. Et la mission des points de contact nationaux est précisément donc d'informer toute la communauté nationale sur les opportunités du programme en ce qui me concerne Horizon 2020, et aussi de conseiller les porteurs de projets dans leur démarche de réponse à appel. Alors sur cet aspect-là, il ne s'agit pas de nous substituer aux équipes dans les établissements qui font vraiment le montage de projets, mais de conseiller sur un premier stade sur la façon d'appréhender les appels à projets, le programme, etc. Et puis éventuellement d'orienter
ces porteurs de projets vers d'autres dispositifs, d'autres programmes de financement. Charlotte, j'ai l'impression que Martin n'est pas revenu parmi nous. Est-ce que tu veux qu'on switch sur la partie SHS vu que Florent a pris la Oui, parole? c'est ce que j'allais vous proposer, peut-être de laisser la parole à Mélanie et Florent en premier, Avec plaisir. en À espérant tout à l'heure. que Comme vous Martha, voulez elle bien. arrive à nous rejoindre entre-temps. Donc, je vais Pas de descendre dans souci. la présentation pour que vous puissiez du coup démarrer la vôtre. Donc, nous gardons le micro. Très bien. Donc, on va switcher donc sur le programme Horizon Europe et plus précisément le cluster 2 de ce programme Horizon Europe. Je vais laisser Charlotte venir sur la slide pour que Florent puisse tout d'abord nous présenter un petit peu où est-ce que se situe ce cluster 2 sur le nouveau programme Horizon Europe et puis est-ce qu'il y a d'autres opportunités de financement pour les SHS au sein de ce nouveau programme. D'accord, je vous remercie. Alors, la diapositive suivante, s'il vous plaît, qui donne donc un aperçu de la structure d'Horizon Europe, qui sera donc à compter de janvier 2021 le nouveau programme cadre de l'Union européenne pour la recherche et l'innovation, et qui devrait donc durer 7 ans, 2021-2027. Donc, ce programme sera organisé en 3 piliers, comme vous pouvez le voir. De ce point de vue-là, il n'y a pas beaucoup de changements par rapport à Horizon 2020. Et donc, les sciences humaines et sociales se trouvent intégrées un petit peu partout. Leur présence doit être renforcée par rapport à Horizon 2020, puisque Horizon Europe a vraiment est vraiment centré sur l'impact sociétal des projets qu'il va financer, de toute la recherche qui sera produite et des innovations. Donc, dans le cluster 2 qui est dédié aux problématiques mondiales et compétitivité industrielle et européenne, vous voyez donc tout un tas de sujets, donc 6 clusters au total, donc c'est-à-dire des sujets vraiment interdisciplinaires, vraiment très vastes, avec un pan thématique assez très large et encore plus intégré que dans Horizon 2020. Donc, vous voyez que, par exemple, sur les questions de santé, on s'intéressera à santé, inégalités socio-économiques, à l'adaptation des systèmes de santé et aux changements sociétaux comme le vieillissement de la population, etc. Dans la question sur le cluster sur la sécurité, on s'intéressera à la cybersécurité, et puis à la protection des patrimoines culturels. Sur le climat, l'énergie, il y a toute l'étude des comportements. Vous voyez, après les questions d'alimentation, enfin tout un tas de sujets sur lesquels les sciences humaines et sociales ou certaines de ces disciplines-là peuvent être mobilisées pour des questions donc d'études des comportements, de changement des comportements, d'acceptabilité sociale, etc., etc. Questions éthiques, de genre aussi. Voilà. Ensuite, on retrouvera la partie recherche fondamentale se fera dans le pilier 1 à travers le Conseil européen de la recherche et les actions Marie Curie. Donc, c'est là où toutes les disciplines peuvent être financées, puisqu'on comprend quand même que dans le pilier 2, c'est plutôt restreint. Et puis, dans le pilier 3, avec le Conseil européen de l'innovation, qui est vraiment une des grandes nouveautés du programme cadre, il pourrait y avoir aussi des sciences humaines et sociales si on considère que les innovations peuvent être aussi non technologiques. On pense notamment aux innovations sociales. Voilà. Et puis dans la dernière bandeau du dessous, on va retrouver le programme COST qui finance des réseaux de recherche et donc qui est aussi ouvert à toutes les disciplines. Voilà, Mélanie. Merci Florent. Et donc si on revient un petit peu sur ce cluster 2, donc, qui est le sujet aujourd'hui de cette partie de l'atelier, quelles sont les grandes orientations de ce cluster? Quelles sont les grandes thématiques qui sont pressenties actuellement Alors, on va pouvoir le voir effectivement sur les diapositives suivantes. Donc, ce cluster 2 s'intitule Culture, créativité, société inclusive. Donc, c'est vraiment celui qui sera dédié à la recherche inter ou multidisciplinaire en sciences humaines et sociales principalement. Donc, ces objectifs sont ceux qui sont écrits là, hein, comprendre les transformations contemporaines de la société, de l'économie, de la politique et de la culture, et puis fournir des solutions politiques pour une relance européenne vers
verte, numérique, socialement juste et inclusive. Donc, c'est un programme qui sera développé sur 7 ans et qui va s'organiser autour de 3 grands axes, ou 3 grandes destinations qu'on va retrouver un petit peu plus loin. Donc, renforcer la gouvernance démocratique et la participation des citoyens, sauvegarder et promouvoir le patrimoine culturel, et puis répondre aux transformations sociales, économiques, technologiques et culturelles. Donc, ces clusters, dans le schéma que je vous ai présenté avant, soutiennent la recherche appliquée. Donc, la recherche appliquée à des problématiques sociales, mondiales, qui ont un enjeu pour l'espace européen. Donc, on est vraiment dans une commande de la part de l'Union européenne avec des sujets très précis, très ciblés, auxquels il convient de répondre. Ce programme culture, créativité et société inclusive s'articule, comme tout le reste d'Horizon Europe et des autres clusters, avec les objectifs du développement durable des Nations Unies et puis avec d'autres programmes, d'autres politiques de l'Union européenne, notamment en matière de migration et mobilité, et puis avec d'autres programmes comme Europe créative, puisqu'il y a un volet patrimoine culturel qui est important. On verra plus tard, donc dans Europe créative, il y a le soutien. Europe créative apporte son soutien au milieu de la culture, de la création, des arts, etc. Les chercheurs peuvent être concernés par ce programme. Dans Horizon Europe et dans ce cluster 2 en particulier, on sera davantage dans la production de connaissances nouvelles sur des sujets donnés, et puis des innovations qui pourront être après utilisées dans le cadre de projets comme projet Europe Créative. Voilà ce que je pouvais en dire. Donc, on va passer à la diapositive suivante, qui met donc l'accent sur le programme Europe Créative pour ces 2 premières années, comme vous voyez dans le petit tableau au milieu, 2021-2022. Alors, normalement, ce cluster 2 devrait être doté sur sa totalité, donc 7 ans, d'à peu près 1 milliard d'euros. C'est un budget constant par rapport à l'actuel déficit d'Horizon 2020. Et les 3 destinations, donc destination 1, démocratie et gouvernance. Vous voyez, pour 2021, on a 8 appels à projets qui seront proposés avec 52 millions d'euros, 7 en 2022, 49 millions d'euros. Et vous voyez pour les 2 autres destinations un petit peu la répartition. C'est assez équilibré. Si ce n'est que la destination 2, patrimoine culturel, est un petit peu moins bien dotée que les autres. La chose qu'il faut retenir, c'est qu'à ce jour, dans les documents dont on dispose, le calendrier est le suivant. Les appels qui seront publiés en 2021 seront officiellement ouverts à partir du 31 mars pour un dépôt de projet le 15 juin. Donc, ce programme de travail qui est valable pour 2 ans, je vous disais, contient aussi des appels pour 2022, dont la date de soumission sera le 15 mars 2022. Voilà. La diapositive suivante, peut-être. On va voir un petit peu en détail ce qu'il y a dans ce programme de travail. Donc, sur le volet démocratie et gouvernance, l'objectif, c'est vraiment de répondre au problème actuel de crise des démocraties contemporaines, la défiance vis-à-vis des institutions politiques et des personnes qui nous gouvernent. Donc, ça vaut, comme vous le savez, pour l'Europe et le reste du monde. Et puis, favoriser et puis, alors, à l'échelle européenne, mais aussi des questions de gouvernance mondiale, le multilatéralisme, les instances internationales comme les Nations Unies. Donc, on trouvera, vous voyez, sous cette destination 1, elle sera découpée en 2, donc des appels en 2021 qui portent le titre « Protéger et nourrir les démocraties ». Donc, il y en aura 8, comme je vous disais. Des questions sur le féminisme pour un nouvel âge de
la démocratie. On traitera aussi les questions de l'impact de la pandémie sur les politiques, les questions aussi d'inégalité, l'impact des inégalités sur la démocratie. Et sur la partie 2022, on retrouvera quelques sujets comme éducation et démocratie, l'impact des réseaux sociaux et des nouveaux médias, et puis, comme je l'annonçais, des enjeux sur la gouvernance mondiale. En bleu clair sur cette diapositive, vous voyez une suite de mots et de chiffres qui sont en fait la référence de chaque appel à projet, chaque topic, comme on dit dans le jargon, c'est-à-dire chacun des sujets qui feront l'objet d'un appel. Voilà, et donc vous retrouvez ça, c'est la référence de chacun des sujets. Donc sur la diapositive suivante, sur les deux suivantes, j'ai détaillé 2 appels à projets. Je vais passer très rapidement dessus, vous aurez l'occasion de les découvrir à travers ces diapos et puis en lisant le programme de travail. Donc les féminismes, hein, c'est bien au pluriel, pour un nouvel âge de la démocratie. Donc, ce qui est important, sans rentrer dans le contenu, c'est de voir que chaque appel à projet est organisé de la même manière. Vous avez des informations un peu comment dire, techniques sur l'appel qui sont dans le petit tableau de gauche. Donc, vous avez la date de soumission, vous avez le type de projet qui est financé, en l'occurrence les actions de recherche et d'innovation. Et puis, vous avez 2 montants, un qui correspond à l'enveloppe totale allouée à ce sujet, ce topic, et on vous dit, la commission vous dit, pour réaliser un projet, on considère que 1,5 à 2,5 millions d'euros seraient nécessaires, mais il est possible de demander d'autres montants. Donc, en faisant une petite division, on se rend compte que sur cet appel à projet, 3 projets pourraient être financés, jusqu'à 3 projets. Voilà. Et ensuite, il y a 2 autres parties dans un appel à projet. La première qui correspond à l'impact attendu, c'est-à-dire les résultats à court terme qui doivent contribuer aux impacts à un plus haut niveau qui cadre l'horizon Europe. Et ensuite, la partie périmètre, scope, qui là, en fait, donne un petit peu un cadre au périmètre du projet, aux solutions à développer, sans être toutefois très, très contraignant, hein. Il y a quand même une marge de liberté qui est laissée aux porteurs de projet pour appréhender le sujet un petit peu à sa manière, tant qu'il répond à la partie expected outcomes ou résultats attendus. Voilà, je propose qu'on passe rapidement sur la diapo suivante, qui est un autre exemple d'appel à projet, voilà, sur l'impact des réseaux sociaux et des nouveaux médias, même présentation, comme vous le voyez. Voilà, diapositive suivante. Donc, qui porte sur la deuxième destination d'Horizon 2020, donc qui s'intéresse plus particulièrement au patrimoine culturel, à son rôle en termes de références, valeurs communes, une histoire commune, éléments éventuels de cohésion sociale, mais qui est aussi soumis à de nombreux risques, les risques naturels, les risques humains, le pillage, etc. Puis des problèmes de financement et de valorisation. Voilà. Et puis aussi le fait que les industries culturelles et créatives européennes, leur potentiel en termes d'innovation et de création d'emplois est insuffisamment développé. Donc voilà, de la même manière, vous avez le découpage de cette destination en 2, des appels en 2021. Vous voyez sur les technologies vertes pour valoriser, protéger le patrimoine, des questions de management participatif pour gérer donc les institutions culturelles et les musées. On va s'intéresser aussi à la culture du jeu, la façon dont ça façonne nos sociétés, et puis aux questions de valeurs européennes, d'identité européenne. Et en 2022, il y a des sujets comme l'artisanat, l'écosystème de la musique en Europe, et puis de la même manière, il y en a un sur l'industrie du film européen. Voilà.
et des questions de protection vraiment des biens culturels. Donc j'ai à nouveau, si vous voulez bien passer à la diapositive suivante, décrit deux appels à projets. Donc je trouvais celui-là intéressant sur la façon dont les jeux et le jeu, dans le sens jouer, façonnent un peu nos sociétés européennes, ce qui véhicule en termes de valeurs, mais aussi de risques, d'addiction au jeu. Et alors ce qu'il y a d'intéressant, c'est que cet appel ne s'intéresse pas uniquement aux jeux en ligne, mais aussi à d'autres formes de jeux. Voilà, donc on s'intéressera à l'impact social, l'impact économique aussi, et puis la façon dont on pourrait exploiter ces jeux dans l'éducation, l'acquisition de compétences, la créativité, etc. Et donc voilà, vous voyez à gauche que il y a pareil 7 millions d'euros et que la Commission européenne propose de financer ces projets à hauteur de 2 à 3 millions d'euros. Diapositive suivante, donc un autre exemple d'appel à projet sur l'artisanat pour le futur. Donc tout simplement valoriser l'artisanat, les techniques artisanales, les savoir-faire traditionnels, mais en les combinant avec les nouvelles technologies de pointe, le numérique, etc., pour les faire, voilà, leur permettre de trouver d'autres marchés, de continuer à exister, de trouver d'autres façons, d'autres débouchés. Et donc, on en vient au troisième morceau de ce programme culture, créativité, société inclusive. Donc, il s'intéresse, celui-là, à toutes les transformations actuellement à l'œuvre et qui impactent nos sociétés. Donc, c'est le changement climatique, c'est la globalisation, c'est l'avènement du numérique, mais c'est aussi des évolutions démographiques comme le vieillissement de la population et puis les questions de mobilité et de migration. Voilà. Et donc, tout leur impact sur la société en termes d'inégalité, de cohésion sociale, d'accès aux droits élémentaires. Voilà, donc on va retrouver ici, pareil, 2 morceaux pour 2021, les questions d'inclusivité en période de changement, avec des appels particuliers sur l'intégration des migrants en Europe, des questions de protection sociale, l'impact socio-économique des sociétés vieillissantes, et puis l'intégration des nouvelles technologies dans l'éducation. Pour 2022, l'appel Un avenir durable pour l'Europe, des questions de bien-être, pareil pour l'accueil des migrants, etc., etc. Bon, je vous passe le détail. Je n'ai pas reporté ici tous les appels à projets, hein. Comme vous avez pu le voir, je passe de 2 à 3 à 7. Chaque fois, j'en ai mis que 3-4, c'est-à-dire à peu près la moitié. Et donc, 2 exemples pour la suite, si vous voulez bien. Voilà. Combattre donc le décrochage scolaire, c'est l'objectif de cet appel. Et même configuration, 7 millions d'euros, 1,5 à 2,5 millions par projet. Donc un objectif qui est de réduire le nombre de jeunes qui quittent le système scolaire sans avoir obtenu un diplôme du secondaire. Voilà, et un dernier appel à titre d'exemple. Voilà, pour l'empowerment genre social, économique et culturel. Voilà, je m'arrête là pour cette présentation. Je n'espère ne pas avoir été trop long. C'est un petit aperçu. Merci Florent pour déjà ces grandes thématiques et à partir notamment de ces exemples que tu nous donnes, il y a peut-être une question que se posent les participants, c'est qui peut déposer sur ce type d'appel? Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur le type d'acteur qui est pertinent pour ce type d'appel? Oui, donc Horizon Europe, c'est le 9e programme cadre de recherche et innovation. Donc, il cible en particulier les acteurs de la recherche et de l'innovation, les universités, les laboratoires de recherche dans les universités, les organismes de recherche, publics, privés, mais aussi les entreprises qui font de la recherche et développement. Et puis au-delà de ça, donc il cible aussi, comme vous avez vu,
toute organisation ou structure qui travaille dans le domaine ou sur le sujet qui est traité dans un appel à projet. Et donc, qui pourrait contribuer à la réalisation du projet en prenant une responsabilité dans ce projet, dans la réalisation des travaux, ou utiliser les résultats qui sortiraient de ce projet. Donc, sur les appels patrimoine culturel, c'est des musées, des institutions culturelles, des collectivités territoriales. Sur les appels migration, c'est des ONG, des associations qui s'occupent de l'accueil de migrants, par exemple. Merci. Et justement, par rapport à ces premiers éléments, est-ce que tu peux nous dire un petit peu le nombre de partenaires qui sont attendus et plus largement, quel type de projets sont attendus en fait sur ces appels en termes de durée, donc de partenariat notamment? Mmh. Oui, donc comme je le disais tout à l'heure, ce volet, ce pilier 2 d'Horizon 2020, c'est vraiment la partie recherche commanditée, recherche appliquée aux politiques publiques. Donc à des des problématiques mondiales, des défis sociétaux, etc. Donc l'objectif derrière, c'est de nourrir les politiques publiques, de proposer des solutions, de les développer, des méthodologies, etc., des solutions non technologiques, mais aussi technologiques. Donc derrière, il va falloir, pour pouvoir y répondre, mobiliser un donc créer un projet collaboratif qui mobilise des partenaires de différents pays. Alors la règle minimum, c'est 3 partenaires entités légales, donc c'est-à-dire une université, une entreprise, une association par exemple, issus de 3 pays, États membres ou pays associés, enfin des pays qui participent au programme, de 3 pays différents. C'est le minimum. Bien souvent, on est minimum au double, 6, 7 partenaires, 12. Voilà, c'est entre 8 et 12 partenaires, c'est la grosse moyenne de ce type de projet, donc des projets collaboratifs. Ensuite, pour pouvoir répondre à ces problématiques qui sont très larges, il faut pouvoir mobiliser des compétences variées et complémentaires. Donc, ce sont des projets qui sont sur le plan des disciplines scientifiques déjà interdisciplinaires, forcément, sciences humaines et sociales ici, mais aussi d'autres disciplines. Quand on parle de technologie, il faut pouvoir avoir éventuellement des gens qui sont dans la science de l'ingénierie ou qui travaillent vraiment sur les technologies de l'information, de la communication, dans le numérique, interdisciplinaire et donc intersectoriel, avoir des acteurs académiques, la recherche académique, des privés, des acteurs de terrain, des autorités publiques. Et ce sont, pour finir, oui, pour répondre complètement à la question, ce sont des projets qui en général durent 3 ou 4 ans. Et on a vu l'ampleur de 3 millions d'euros. Voilà. Oui, on a vu un petit peu, c'est vrai qu'avec les quelques exemples, on a pu voir qu'effectivement les budgets sont, de environ 1 000 000, disons, minimum le plus souvent à, donc une moyenne autour de 3 millions, tu dis? 3 millions d'euros. C'est ça. Je propose, Mélanie et Oui. Florent, qu'on laisse maintenant la scène à David et Martha parce que l'heure passe. Donc, c'était très riche votre présentation, Florent. Je pense que nos participants sont d'accord avec moi. Il y a eu pas vraiment des questions directement destinées à vous parce qu'il y a une question sur la place des studios de développement de jeux vidéo dans ce programme. Je pense que si je ne me trompe pas, leur place est plutôt dans Europe Créative, justement. Je ne sais pas si vous me confirmez, Florent. Non, ils ont tout Ils à fait peuvent leur place aussi. sur certains appels. Oui, Sur dans la l'appel évoqué sur destination. les jeux peut-être, non? Voilà, la Oui. destination 2 qui Mm. s'appelle donc patrimoine culturel et industrie culturelle et créative s'adresse en particulier à tout le secteur des industries culturelles et créatives. Donc ça comprend le D'accord. jeu vidéo évidemment. Bah, j'ai bien fait de vous poser la question alors. Je vous en prie. Du coup, tu pointes le doigt, Charlotte, sur un peu la complexité pour les acteurs des industries culturelles et créatives entre ces 2 programmes. Il y a entre Horizon Europe et Europe Créative. Et c'est justement tout l'intérêt d'avoir regroupé les deux thèmes sur la même session. Et peut-être au-delà de l'explication de ce qu'est un point de contact national
qu'aurait dû aborder Martha et que Florent a gentiment expliqué, c'est peut-être d'expliquer l'action du Relais Culture Europe, justement dans l'identification un petit peu du programme Europe Créative. Peut-être, Martha, de nous expliquer un petit peu, recontextualiser Europe Créative, et puis surtout de définir un peu la typologie des projets et des acteurs qui peuvent postuler sur ce type de programme. Oui, merci David. Bonjour à tous et merci pour cette invitation à cet espace d'échange sur le futur des programmes européens. Donc, je vais passer à la diapositive suivante. Je vais présenter le Relais Culture Europe. Donc, je ne sais pas, une diapo suivante. Encore la suivante. La suivante. Diapo suivante. On peut passer à la diapo suivante? Voilà. Alors, donc je suis Martha Gutiérrez et je travaille au Relais Culture Europe. Et je m'occupe notamment du programme Europe Créative. Donc, le Relais Culture Europe a une mission des services publics français pour l'intérêt commun européen. Le Relais Culture Europe est une plateforme d'appui à l'innovation européenne. Il s'agit pour nous de donner au secteur culturel et créatif des outils de développement professionnel à même de renforcer le potentiel de ces secteurs sur l'ensemble des territoires européens. Et aussi pour s'adapter dans les contenus, dans les formes, dans les méthodes, à l'évolution des contextes, des métiers, etc. Pour nous, le Relais Culture Europe aussi a la mission des bureaux Europe Créative, c'est-à-dire que cette mission nous a été donnée par la Direction générale éducation et culture de la Commission européenne et par le ministère de la Culture pour être le point de contact du programme Europe Créative au niveau national. On a un seul bureau au niveau national qui est à Paris et on travaille aussi avec une petite antenne à Strasbourg. Alors, la mission de ces bureaux, pour nous, c'est de travailler avec l'ensemble des secteurs culturels et créatifs afin d'aborder toutes les questions européennes et plus structurellement, comment on peut agir en Europe et commencer à déchiffrer, anticiper toutes les transformations en cours que vivent les secteurs culturels et créatifs, le secteur, les métiers, les pratiques. Notre point de départ est vraiment de favoriser une très grande accessibilité aux programmes européens, pas uniquement le programme Europe Créative, mais à l'ensemble des programmes européens qui s'adressent au secteur culturel et créatif, quel que soit le secteur, quel que soit l'acteur. Pour nous, il est important aussi de réfléchir à la mobilisation d'acteurs et surtout à des acteurs nouveaux, des acteurs de la mode, des designs, de l'éducation à l'image, des métiers d'art. Et là, pourquoi? Parce que la question culturelle est très large et l'idée, c'est vraiment de mobiliser tous les acteurs au-delà des secteurs culturels. Notre objectif est vraiment d'impulser tout type de mobilité de recherche, de mobilité des pratiques de prospection et aussi le but dans tout ça, c'est vraiment de pouvoir construire des coopérations plus structurées. Alors, diapo suivante. Donc, je vais, avant de répondre à la question que me posait David, diapo suivante. Je souhaiterais faire une petite parenthèse en fait pour vous dire où nous en sommes aujourd'hui dans Europe Créative. Année 2020, donc on est dans une année de transition. Non, ça a sauté une diapo, il faut revenir à la diapo d'avant. Bon. Alors, je vais juste faire une petite parenthèse sur Europe Créative. Donc, Europe Créative, l'année 2020, c'est une année de transition. Et à ça s'ajoute aussi la crise sanitaire. Transition parce que, nous, comme vous le savez, nous sommes en train de négocier les programmes européens. À savoir que Europe Créative est le seul programme aujourd'hui qui existe en faveur du secteur culturel et créatif. Et il faut savoir aussi que la France est le premier pays bénéficiaire de ces programmes. Elle a un taux de retour très élevé de ces programmes d'environ 21%. Nous sommes dans la phase finale de la négociation des programmes Europe Créatif. Juste pour rappel, la Commission européenne a présenté une proposition de budget et de contenu pour la période 21-27, une proposition qui est entre continuité et
évolution. Proposition d'abord de conserver un programme autonome et aussi une proposition qui nous demande d'augmenter le budget d'Europe créative de 26%, c'est-à-dire de passer de 1,4 milliard d'euros à 1,6 milliard d'euros. En juillet dernier, le Conseil a adopté une proposition en baisse à ce que la Commission européenne avait proposé au début de la négociation, c'est-à-dire un budget à 1,6%, 6 milliards d'euros, c'est-à-dire en hausse par rapport au budget de l'actuel programme et en baisse par rapport à la proposition budgétaire de la Commission. Et aujourd'hui, c'est très important parce qu'après des semaines d'intenses négociations, le Parlement européen, hier, mardi, a conclu un accord avec les conseils sur les cadres budgétaires pluriannuels de l'Union européenne. Donc, on est vraiment sur un compromis où le Parlement a obtenu 16 milliards d'euros en plus des paquets qui avaient été déjà accordés par les chefs d'État et des gouvernements en juillet dernier. On a eu 15 milliards d'euros pour renforcer des programmes phares qui visent à protéger les citoyens européens, bien évidemment, de la pandémie. Et la principale priorité du Parlement européen était d'obtenir une augmentation des budgets pour les programmes clés qui risquaient d'être sous-financés, comme Europe Créative, les programmes de recherche, Horizon Europe, comme les Pactes Verts, les programmes liés au numérique et bien évidemment les programmes Erasmus+. Donc, Europe Créative vient d'être dotée d'un budget de 2,2 milliards d'euros pour la période 21-27. Actuellement, le Parlement européen, les conseils et la Commission tentent de faire converger leurs textes pour parvenir à un règlement financier, un règlement des textes d'ici la fin de l'année, d'ici décembre. Et l'objectif de l'actuelle présidence allemande est d'adopter un texte de programme à la fin de l'année pour pouvoir lancer des appels à propositions au printemps 2021. Donc, dans le cadre de cette négociation, il reste beaucoup des sujets en suspens et notamment la question de la gouvernance des programmes. Alors, c'est quoi Europe Créative et à quoi ça sert et à qui s'adresse? Europe Créative, c'est un objectif des politiques publiques, comme Florent disait tout à l'heure pour Horizon Europe. Et Europe Créative, c'est un outil d'investissement qui permet aux professionnels des secteurs culturels et créatifs d'accompagner la mutation que vivent ces secteurs dans un contexte de transition économique, de transition écologique, de transition sociétale et des transitions numériques. On passe à la diapo suivante. Alors, donc, la proposition de la Commission entre continuité et évolution, on a cet outil d'investissement. Sur le contenu, on va rester un peu sur le même contenu. Donc, c'est un programme qui va garder une même architecture, une architecture sur 3 piliers, un volet culture, un volet média et un volet transsectoriel. Un volet culture, à l'identique des précédents programmes. Un volet culture pour soutenir la coopération culturelle entre acteurs qui sont dans le domaine culturel et créatif, pour soutenir aussi les réseaux culturels et les plateformes européennes et la traduction littéraire. On a les volets médias. Le volet médias soutient le secteur de l'audiovisuel, notamment, et des jeux vidéo. Il contribue à la réalisation de nombreux projets à l'échelle européenne, tels que les films, les séries, les œuvres interactives. Donc, on va voir vraiment plusieurs soutiens de façon sectorielle, aide aux salles de cinéma, aide au festival de films, au marché, aux formations, etc. Et on a un troisième volet qui est le volet transsectoriel. Et le volet transsectoriel, c'est un volet le nom, il est pareil que le précédent programme, mais on va voir une introduction, une nouveauté déjà, qui est vraiment de travailler sur la culture et l'audiovisuel et le numérique. Comment on croise la création artistique, le numérique et l'audiovisuel. Donc, on est vraiment sur les secteurs des numériques, haute technologie, éducation, création, etc. Alors, on passe à la diapositive suivante. Alors, Europe Créative, donc, on est entre continuité, il garde ses objectifs, il va les renforcer.
c'est-à-dire des objectifs de diversité et de compétitivité. Un programme qui va soutenir la diversité dans toutes ses formes, de la création à la diversité culturelle, linguistique, géographique, à la diversité d'approche, à la diversité des secteurs, etc., avec un objectif de compétitivité. Dans quelle économie on va pouvoir travailler cette diversité? Ce n'est pas ni l'un ni l'autre, c'est les deux. C'est-à-dire qu'il faut avoir une vision aussi économique, renforcer la dimension économique de la coopération et de la création et de la diversité pour pouvoir vraiment développer vraiment un travail de coopération à travers ces programmes Europe Créative. On passe à la diapo suivante. Alors, qu'est-ce qui change par rapport à ces programmes? On dit que c'est un programme en continuité, mais un programme en évolution. On est toujours sur la question que le programme Europe Créative va soutenir des projets innovants. Ça veut dire quoi innovant? Ça veut dire comment aujourd'hui des secteurs, des filières se mettent ensemble pour trouver des réponses inédites à un problème de leur métier, à un problème de leur façon de créer, à un problème des sociétés. Et avec un objectif de politique publique dans le but de faire émerger des nouveaux modèles économiques, des nouvelles formes d'organisation, des nouveaux formats de création, des nouveaux rapports avec les publics, des nouvelles pratiques artistiques. Et qu'est-ce qui va changer alors? On a de nouveaux piliers qui vont émerger. Donc, par rapport au volet média, on a un volet qui était très sectoriel. Donc, il finançait en fait tout le secteur, toute la chaîne de l'audiovisuel. Maintenant, la Commission demande beaucoup plus de travail de coopération et des réseaux pour ces volets médias. Et pour le volet culture, c'était déjà un volet qui travaillait en coopération, vraiment un travail de coopération. Maintenant, il va demander, on va faire émerger en fait des programmes sectoriels. Donc, on va voir déjà un ensemble de pilotes, des tests qui ont été déjà lancés entre 2018 et 2019 qui vont permettre d'affiner les structures des programmes. Donc, on a un programme qui s'appelle Music Move Europe, un programme en faveur de la musique qui va répondre aux besoins des professionnels des secteurs de la musique, un programme pour les livres, l'édition et la traduction, un programme aussi pour la mobilité qui s'appelle déjà iPortunus, qui permet vraiment de promouvoir la mobilité des professionnels, un programme pour le patrimoine, pour l'architecture. Donc, ce sont des actions pilotes qui ont été déjà lancées en 2018, en 2019 et qui vont permettre de répondre aux besoins des professionnels suite à un dialogue que la Commission européenne a lancé avec les professionnels de ces secteurs. On a une négociation qui est en cours, comme je le dis, qui va aller jusqu'à la fin de l'année, avec une volonté de mise en œuvre beaucoup plus flexible, comme l'a dit la commissaire, dans un contexte de crise économique. Les programmes, ils doivent être facile accessibles pour tous, pour tout acteur de toute taille et travaillant bien évidemment dans le secteur culturel et créatif. Alors, on a un programme, diapo suivante, qui va avoir aussi la valeur ajoutée européenne renforcée. Un programme qui devrait savoir articuler la dimension sociale, citoyenne, économique, culturelle. C'est-à-dire, on va travailler moins en silo, c'est-à-dire comme on travaille avec l'ensemble des dimensions sociales, culturelles, économiques. On a un programme qui se pense comme un outil européen et en synergie avec les autres politiques européennes, donc le programme Horizon Europe, les programmes Erasmus+. Donc, ce triangle éducation et culture aujourd'hui est inséparable et essentiel. Pardon, un programme qui va affirmer donc un objectif des politiques publiques européennes et qui sache identifier la plus-value européenne réelle. Un programme aussi d'investissement qui doit pouvoir assurer un effet levier et de créer les conditions à terme d'une vie culturelle et créative diverse et dynamique. Un programme d'investissement qui ne doit pas surtout chercher à retrouver une masse critique, mais qui doit se demander ce qu'il est possible de faire pour créer un vrai changement, basculement, on va dire, à certains endroits et sur certains secteurs clés et
qui permet de faire émerger non des géants de numérique, comme les plateformes dont on entend beaucoup parler, mais vraiment un autre type de réponse européenne. Donc, on a un programme aussi d'investissement qui doit tenir en compte les déséquilibres européens sans pour autant pouvoir intervenir sur les déséquilibres structurels des productions, d'économies, des soutiens publics, etc. Et c'est un programme qui doit rester ouvert à travailler sur les domaines de la recherche, appliqué sur l'écologie, et continuer à travailler sur l'ensemble de la chaîne de valeur de la création jusqu'à la diffusion, avec un impact important pour le programme social, économique, citoyen, sur l'emploi, sur le bien-être des personnes, etc. Voilà, il faut savoir aussi que Europe Créative, une diapo suivante, juste pour information et peut-être pour rebondir à ce que Florent a dit tout à l'heure, Europe Créative, c'est un programme de mise en œuvre des grandes stratégies européennes. J'ai le numéro là parce qu'il me semble important, parce qu'il va y avoir beaucoup de choses qui vont se travailler. Donc, on a le nouvel agenda culturel européen, qui a été adopté par la Commission européenne en 2018 et qui travaille sur 4 plans d'action. Un plan sur la question sociale et des cohésions. Donc, il s'agit vraiment de travailler la valeur sociale dans l'investissement de la culture au regard de la question de la cohésion et de la participation citoyenne. Le programme précédent était très centré sur plutôt la compétitivité des secteurs, et là, on est vraiment sur quelque chose qui va permettre de créer les conditions pour doter les citoyens des capacités culturelles à travers la culture, les doter des capacités créatives. Deuxième plan, c'est l'économie, la créativité. C'est comment, à travers la question économique, se renforce la créativité au-delà de la culture. Donc, cela va permettre de réfléchir en termes économiques pour soutenir les secteurs culturels et créatifs dans une nouvelle économie. Troisième plan, c'est la nationale et l'interculturalité. C'est vraiment entre Européens, mais dans la mondialisation et dans un rapport au monde. Il faut savoir qu'Europe Créative aujourd'hui est ouvert à 42 pays et on peut travailler avec tous les autres pays, ça s'appelle des pays tiers. 42 pays, ça concerne les 27 États membres de l'Union européenne, bientôt 26 avec la sortie de l'Angleterre, et tous les Balkans occidentaux, la Tunisie, la Géorgie, la Moldavie, l'Ukraine et l'Arménie. Donc ça, c'est déjà les programmes bénéficiaires d'Europe Créative avec l'ensemble des pays, d'autres pays du monde qui peuvent aussi travailler dans le cadre de ces programmes. Et un quatrième élément, on a le patrimoine culturel. Donc, le besoin de trouver un nouveau rapport au patrimoine culturel, beaucoup plus ouvert et tourné vers le futur, c'est-à-dire on a aujourd'hui besoin de recréer les patrimoines culturels à partir de la création d'aujourd'hui pour faire émerger, faire montrer aux nouvelles générations un nouveau récit de ce que sera le patrimoine européen du futur. Et puis, bien évidemment, une dernière question, c'est la question des digitales. Et puis, on a aussi les Next Generation UE, qui est le réparer et préparer. C'est le principal élément des plans de relance qui a été lancé pour la reprise et la résilience, qui a été lancé par la Commission européenne et qui maintenant s'est traduit dans des plans de relance nationaux. Donc, la France aura un plan de relance pour la culture, ce qu'on appelle les New Generation UE, qui va permettre à chaque pays de pouvoir répondre à la question de la crise sanitaire et de la résilience en fait, des secteurs. Et le marché unique des numériques, donc tout ce qui est en lien avec le numérique et la façon de travailler aujourd'hui, comment le numérique transforme notre façon de créer, de produire, etc. et comment la culture va s'intégrer là-dedans. Et finalement, les Green Deal ou les pactes verts, que l'Union européenne s'était fixé un nouveau objectif ambitieux d'ici pour les années à venir, devenir une économie dont l'émission des CO2 n'existera plus d'ici 2050. Donc, ça a annoncé par la présidente de la Commission européenne. Et à partir de là, la présidente a annoncé de réfléchir à un nouveau Bauhaus européen, une vision éco-responsable
Et pour y parvenir, la présidente vient sur cette notion des Bauhaus européens comme un mouvement allemand qui est là pour faire parler ou créer un espace de coopération avec des architectes, des artistes, des chercheurs, des étudiants, des ingénieurs, des designers pour travailler ensemble et créer un nouveau fonctionnement, un nouveau espace, un nouveau espace de travail plus durable et plus créatif et plus respectueux de l'environnement. Voilà, donc ça c'est pas encore. Ça c'est un peu les grandes lignes d'Europe créative, de ce que ce futur programme va pouvoir soutenir pour la période 21-27. Merci Martin. Du coup, concrètement, pour un porteur de projet, est-ce que c'est plus complexe d'être sur Europe Créative que Horizon Europe ou c'est équivalent ou est-ce qu'il y a quelles sont les démarches concrètes sur un dépôt de dossier par rapport à un appel? Alors, déjà, est-ce que c'est plus difficile ou pas? La Europe créative, c'est vraiment le seul programme qui s'adresse au secteur culturel et créatif et qui doit répondre à ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, un outil d'investissement pour les professionnels du secteur avec un objectif de politique publique. Déjà, il y a 3 éléments à savoir, que, sont demandés. Il faut, avoir des critères d'éligibilité, des critères de sélection et des critères d'attribution. Les critères d'éligibilité, donc il faut être dans le secteur culturel et créatif. Donc il faut être une personne morale des droits publics ou privés, donc université, collectivité, association, ONG, société de production audiovisuelle, salle de cinéma, je ne sais pas, c'est tout acteur travaillant dans le secteur culturel et créatif. Et maintenant, doit se poser la question des consortiums. Parce que la Commission demande plus de travail en réseau, plus de coopération européenne. Donc, comment on peut monter des consortiums avec plus de 3, voire plus structures des différents pays à l'échelle européenne pour répondre à des objectifs communs. Et les critères de sélection sont simples. Il faut avoir l'expertise dans le domaine dont vous présentez votre projet. Il faut être un professionnel, il faut avoir une expérience dans ces domaines. Et aussi, en fonction des montants qui seront donnés, aujourd'hui, je ne peux pas vous dire parce que le programme n'est pas encore terminé. L'Europe, subventionne toujours entre 50, 60, 80%. Donc, il faut, en fonction des montants que le porteur de projet demande, avoir la capacité financière de pouvoir mener ce projet. L'Union européenne a demandé beaucoup de flexibilité aussi, dans le cadre de ses capacités financières, justement pour protéger les structures qui sont très fragilisées par la crise, mais aussi pouvoir les aider à qu'ils puissent relancer en fait la coopération européenne. Et un troisième critère qui est vraiment indispensable, c'est le critère d'attribution, c'est quelle est la pertinence du projet par rapport à ce que je vous ai raconté tout à l'heure en termes de comment ce programme, en quoi le projet est innovant, en quoi ça répond aussi à l'accompagnement de l'évolution des secteurs culturels et créatifs dans un contexte aujourd'hui des transitions économiques, numériques, des crises démocratiques, des sociétés qui souhaitent aussi devenir plus durables et plus respectueuses de l'environnement. Voilà, donc c'est plus ça, pour un porteur des projets, c'est plus se poser la question de sa pertinence et plutôt de savoir quel est l'objet de travail en fait de leur projet. Merci Martin. Charlotte, veux-tu qu'on aborde la question des acteurs sur lesquels les Oui, participants? c'est ce que j'allais te proposer, David, parce que le temps court et certes, on profite du fait d'être le dernier atelier de l'après-midi, donc on peut se permettre de déborder un petit peu ce qu'on a déjà fait. Donc, je vous remercie beaucoup, Martha, pour vos explications. Je propose en effet qu'on passe à la conclusion entre David et Mélanie qui du coup vont pouvoir expliquer rapidement les services proposés en relation avec ces 2 programmes. Je crois que c'est David qui commence de mémoire, mais Non, normalement, oui. voilà, donc je te laisse la Je, parole.
va sortir de la conférence. Non, c'est bon, ça a l'air de marcher. Très bien. Oui, parmi les acteurs, il faut. On a vu, il y a le relais culture, il y a les cellules de valorisation des universités, etc. Mais ça, c'est abordé après. Après, il y a tous les clusters et pôles de compétitivité qui sont des relais potentiels pour identifier justement et accompagner les acteurs sur le territoire. Minologique en est un. Peut-être un petit rappel historique du pôle pour expliciter aussi en quoi on est, je dirais, légitime ou crédible dans cette démarche-là. Donc, il faut savoir que depuis 2018, fin 2018, la décision a été faite dans le cadre de la phase 4 des pôles de compétitivité d'intégrer la dimension innovation et usage d'Imaginov, qui était l'ancien pôle de compétitivité des industries culturelles et créatives. Donc, du coup, cette dimension-là est présente au sein du pôle de compétitivité minologique. Pour rappel, un pôle, c'est une structure qui accompagne depuis près de 15 ans ses adhérents dans l'innovation technologique pour le cas de minologique, vu qu'on couvre toute la chaîne de valeur du numérique, du digital. On regroupe 450 adhérents et on a 4 domaines d'activité stratégiques, dont celui que je représente, qui est celui des contenus et usages, et qui s'adresse notamment à un marché qui est celui des médias entertainment. Donc, on a, de par l'activité des pôles de compétitivité, cette capacité d'accompagner sur des appels à projets d'innovation, qu'ils soient individuels ou collaboratifs, thématisés ou non. Donc, ce métier-là, on l'a nativement. De par mon expérience et de par la création du DAS, contenu et usage, on a aussi des liens avec tout ce qui est les structures européennes aussi, qui sont ce qu'on appelle des métaclusters, c'est-à-dire des clusters de clusters auxquels on fait partie. Je pense notamment à NEM Initiative, qui est le cluster des clusters sur dimension média. On a une expérience aussi internationale à travers des événements internationaux en lien avec ces industries-là. Donc, on est présent au SIGGRAPH, on a été en lien avec le KIC, on a été présent au FMX, au MIFA, qui fait de l'animation ici sur le territoire ainsi, etc. Donc, on a aussi cette capacité d'être un relais ou d'être en lien avec l'écosystème et d'en comprendre les enjeux. Et sur la partie innovation, on a une approche d'accompagnement à l'innovation technologique, comme je disais, nativement. On a développé au sein de Minologique une approche sur l'open innovation avec les grands comptes. Et puis, on développe aujourd'hui une approche par les usages et le design, qui est déjà aussi en tant que telle une industrie culturelle et créative. Voilà, pour faire très rapidement et passer la main pour ne pas monopoliser tout le temps, savoir qu'on va agir sur quatre grands domaines. Le sourcing, donc identifier les appels à projets, les partenaires potentiels, enfin, d'aider à la réflexion aussi en amont des acteurs qui voudraient partir sur ce type d'appel. Il y a peut-être d'autres opportunités qui ne sont pas forcément européennes. Il y a d'autres sources de financement aussi, si je prends la dimension EdTech. Il y a peut-être EdTech Impact qui peut être un premier moyen d'accélérer le développement d'entreprises. Il y a d'autres outils plus classiques comme le IC Accélérateur, etc. Enfin, on a abordé à travers la journée aujourd'hui plusieurs outils qui sont aussi complémentaires par rapport à tout ça. Le deuxième point, ça va être d'aider au montage des partenariats, donc sur les accompagnements des partenaires. Et là, on va activer soit notre réseau, soit le réseau, deux réseaux qu'on a au niveau national ou européen, d'apporter de l'expertise, donc la relecture de dossiers, des recommandations et ainsi de suite, des soutiens éventuellement sous forme de lettres ou de labellisation proprement dit. Et puis, s'appuyer aussi sur notre cercle d'expertise, notamment comme Letton, qui est une société en consulting en innovation qui peut rédiger les dossiers, etc. Et puis la dernière et quatrième partie, c'est tout ce qui va être la valorisation, donc ça va être la mise en avant du projet une fois financé. Voilà, je n'irai pas plus loin, j'ai tout dit. Merci David. Et donc, je vais présenter très rapidement, sachant que je présente donc le service dans lequel je travaille, mais il faut savoir que tous les académiques vont avoir chacun dans leurs institutions des services similaires, très clairement. Donc, moi, je travaille au niveau de la cellule Europe au sein de l'Université Clermont-Auvergne et associée. Je travaille donc pour l'université, mais aussi pour Beta Grossup et Sigma Clermont. Et on va avoir 3 grandes missions d'accompagnement. Vous pouvez avancer, Charlotte, merci. Qui vont être la sensibilisation aux opportunités de financement. Donc, ça va être l'organisation ou la participation à des événements tels que celui d'aujourd'hui, notamment, des sessions d'infos en labo, des rendez-vous individuels. On va avoir une grosse partie du métier, bien sûr, qui va être l'appui au montage des projets, qui peut être très large, à partir de l'identification de l'appel, la recherche de partenaires,
Et puis ensuite, l'aide à la rédaction, des parties notamment non scientifiques sur lesquelles on va pouvoir fournir des billes, et puis également des relectures du dossier complet et bien sûr le montage budgétaire, l'aide au dépôt si besoin. En fait, on s'adapte énormément bien sûr aux besoins et aux souhaits des personnes que l'on accompagne au quotidien, donc majoritairement des enseignants-chercheurs bien sûr. Et puis enfin, le suivi des projets acceptés, puisqu'on va aider au reporting, notamment, au conventionnement au départ, bien sûr, au reporting, aux feuilles de temps, et cetera, à tout cet appui ensuite au moment de la gestion puisque, on est très heureux d'avoir obtenu un projet, mais ensuite il faut qu'il puisse se passer dans de bonnes conditions et qu'on puisse suivre les obligations aussi, du programme, et que les chercheurs puissent travailler, tranquillement de leur côté, sur ces programmes sur ces projets, pardon. Voilà, j'ai mis également mon contact ici et puis je remercie, dès à présent donc tous les intervenants, et puis David également, Charlotte, pour cet atelier. Je ne sais pas si on prend des questions ou pas, Charlotte? Alors actuellement, je n'ai pas de questions sur le chat étant donné qu'il est 5 heures. Je pense que tout le monde a eu une longue journée. Je vous propose d'en finir là. En tout cas, je vous remercie vivement tous les Merci. 4. C'était, un exercice assez complexe de pouvoir présenter 2 programmes en 45 minutes. Donc, c'est pour ça aussi qu'on a eu l'avantage d'être en dernier pour pouvoir déborder un petit peu parce que Mmh. les autres ateliers ont quand même présenté plutôt un seul programme. Donc, c'était plus facile. Je pense que c'était très riche en informations pour tous les participants. Donc, je vous remercie aussi d'être restés quasiment tous jusqu'à la fin. Il reste 2 petites questions pour Florent, donc je vous propose que je vous les envoie et que vous allez pouvoir en répondre en direct et puis bien sûr, on va les publier avec le replay sur la plateforme, d'ici quelques jours. Le replay étant disponible quasiment immédiatement aussi avec le PowerPoint qui a été utilisé pour cet atelier. Donc, merci beaucoup à tous les 4 et merci à tous les Merci participants et à vous pour l'invitation. je vous souhaite une très bonne soirée à tous. Au revoir. Merci beaucoup. Bon Merci, Bonne au soirée. revoir. après-midi, au revoir.